Bonjour à tous et bienvenue dans notre Meetup RH 2022. Donc, je m'appelle Sarah et mes camarades et moi sommes un Master 2 à Sup DRH. Donc, tout d'abord, je tenais tous à vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Donc, ce Meetup s'inscrit dans notre thème de mémoire que nous avons rédigé en M1 et qui s'intitule Disruption, les RH au cœur des changements. Donc, nous avons aujourd'hui choisi 3 domaines pour lesquels nous aurons la chance d'accueillir des professionnels spécialisés. Nous commencerons d'abord par la QVT, donc la qualité de vie au travail, puis la conduite du changement et enfin la digitalisation en entreprise. Au programme, débat, interview et pitch, sans oublier nos quiz pour tester vos connaissances. Et oui, vous aussi public, allez interagir en direct avec nous, alors restez bien connectés. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions en direct sur le fil d'actualité et à live tweeter avec le hashtag MeetupRH2022, puisqu'en même temps se déroule un live tweet. Donc, on commence tout de suite avec notre premier thème, la qualité de vie au travail. Et pour cela, nous accueillons Nicolas Mazet, directeur de l'offre conseil RH chez Synergie, Dominique Rocheteau, responsable projet QVT chez BPCE, Benjamin Fuchs, consultant senior chez Change Factory, pour une table ronde animée par ma camarade Mathilde Petitjean, qui sera notre intervieweuse pour cette première partie et qui aura sûrement plein de questions à poser. Mathilde, je te laisse la main. Merci Sarah, donc bonjour à tous et merci pour votre participation. Merci à nos 3 intervenants, donc Dominique, Benjamin et Nicolas, de répondre présents. Donc effectivement, on va avoir quelques questions de QVT à débattre entre nous. Pour optimiser le temps qu'on a, comme on n'a pas beaucoup de temps, effectivement, je vais choisir à qui je pose la question. Et puis du coup, on pourra en débattre. Ne m'en veuillez pas surtout si je dois vous couper, c'est que malheureusement le timing est serré. Donc, c'est pas parce que c'est pas intéressant, au contraire. Du coup, on va commencer avec la première question que je choisis de poser à vous, Dominique. Donc, je voulais savoir comment est-ce que vous définissez la QVT et si, selon vous, depuis ces dernières années, la définition a évolué. Bonjour à tous. Alors, donc, je vais peut-être dire 2 mots très rapides, peut-être qui on est, quelle entreprise. Donc, moi, je travaille à BPCE. Dans le groupe BPCE, je suis au niveau donc de ce qu'on appelle l'organe central. Et le groupe BPCE, c'est 100 000 collaborateurs répartis essentiellement en France, mais un certain nombre également dans le monde. Et BPCE veut dire Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Donc, vous connaissez forcément nos marques. Voilà. Donc, et moi, je suis au niveau de l'organe central, donc c'est-à-dire que je ne suis pas une opérationnelle de la QVT au sens où je ne déploie pas des dispositifs, mais j'accompagne, je conseille, j'essaye d'impulser des politiques QVT dans les différentes entreprises du groupe. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que la QVT pour nous? Alors, pour nous, on essaye de positionner la QVT comme étant tout ce qui va permettre aux collaborateurs de réaliser un travail de qualité. Je pense que la QVT, le cœur de la QVT, nous semble-t-il, c'est la qualité du travail. Et quand on parle de qualité du travail, on parle de conditions de travail, on parle d'organisation du travail, on parle de relations de travail et on parle également de transformation du travail. Alors, je sais que ça va être votre prochain sujet, mais ce sont effectivement l'essentiel parce que je ne crois pas qu'on puisse parler de qualité de vie au travail si ce qui se passe au quotidien dans votre activité, dans votre travail, il y a bien sûr toujours des difficultés, mais présente des difficultés importantes ou dans lesquelles il y a un manque d'intérêt, dans lesquelles il y a des malaises, dans lesquelles il y a des relations de travail compliquées. Alors après, en termes d'axes sur lesquels on travaille, il y a bien sûr ces sujets de conditions de travail, d'organisation du travail. Et il y a aussi il y a 2 autres piliers, c'est ce que j'appelle les piliers de la QVT, qui sont la santé au travail. Et là, on sait qu'on a l'employeur une responsabilité forte, il a une responsabilité de garantir la sécurité et la santé des salariés. Et il y a aussi un sujet important qui est le sujet de l'équilibre vie privée, vie pro et tout ce que l'entreprise peut mettre en œuvre en termes de services pour faciliter cet équilibre. Ça peut être voilà, les dimensions de crèche, les dimensions d'accès à du sport, ça peut être l'accès à les accompagner sur des sujets de santé de type nutrition, de type sommeil, etc. Voilà en quelques mots.
Merci beaucoup. Du coup, en même temps, vous avez un petit peu répondu à la seconde question qui était comment la mettez-vous en application dans votre entreprise? Donc, j'ai bien retenu pour les salles de sport, les crèches, etc. Merci beaucoup, Dominique. Du coup, pour la troisième question, vu qu'on en a fait deux d'un coup, je m'adresse à vous, Nicolas. On voulait savoir, est-ce que vous regardez ce qui se passe au niveau de la QVT dans les entreprises concurrentes à la vôtre, du coup, et est-ce que vous y adaptez justement votre politique? Alors, moi, en fait, je vais travailler, je suis consultant, donc je vais travailler pour d'autres entreprises. Le sujet QVT dans mon équipe est, on va dire, un peu moins sensible, puisqu'on est une petite équipe. Je pense on travaille beaucoup en proximité. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de sujet qui se pose, mais euh, moi, mon regard sur la QVT va justement porter sur de quelle manière les entreprises s'approprient ce sujet et de quelle manière les entreprises mettent en œuvre des actions autour de cette thématique-là. Puisqu'en fait, on va beaucoup intervenir sous la forme d'enquête et de diagnostic, et puis d'accompagnement à la mise en œuvre de plans d'action autour de la QVT. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question au final. Si, ça y répond un petit peu. Après, si Benjamin ou vous, Dominique, avez envie de réagir à cette question-là, surtout n'hésitez pas. Je peux répondre, oui, effectivement, la réponse est oui. On est attentif à ce qui se passe dans les autres entreprises, y compris et notamment dans notre secteur, hein, dans le secteur bancaire. Alors, comment fait-on? Alors, on le fait déjà au travers de regarder des accords qui sont signés sur ces sujets de QVT, qui soient autour du télétravail, par exemple, ces derniers temps, autour du droit à la déconnexion, ou autour plus largement d'accords qui englobent toutes les dimensions de la QVT que je viens d'évoquer. Mhm. Et puis, on le fait aussi en participant à des clubs, soit informels entre professionnels de la QVT, soit des clubs qui sont aussi, on va dire, pilotés, ou des lieux d'échange entre professionnels qui nous permettent de confronter nos pratiques et autres. D'accord. Et ça vous est déjà arrivé, du coup, de trouver chez une entreprise concurrente ou pas, d'ailleurs, une bonne idée et de la mettre en application dans votre entreprise? Oui, bien sûr, Ouais. oui, ça nous est déjà arrivé, et c'est vrai que, et c'est surtout, alors on est une grosse structure, hein, donc on signe des accords au niveau du groupe, et on signe des accords, les entreprises elles-mêmes re-signent des accords, et c'est vrai que quand on écrit un accord, voilà, c'est ce travail de benchmark, de savoir où en sont les autres, notamment sur le télétravail par exemple, hein, Mhm. où en sont les autres, qu'est-ce qu'ils donnent, quelles modalités, comment ils mettent en œuvre, quelles restrictions ils mettent ou ils ne mettent pas, sont forcément des éléments qu'on prend en compte pour plusieurs raisons, parce que voilà, ça peut nous donner des idées qu'on n'aurait pas eues. Et puis, c'est important de ne pas être trop en décalage, hein, Bien puisque sûr. ce sont des éléments d'attraction, hein, à la fois les collaborateurs, parce qu'il faut les fidéliser, mais aussi pour les collaborateurs, nos futurs collaborateurs qu'on pourrait recruter. Tout à fait. Merci beaucoup. Du coup, en parlant de télétravail, je vais justement m'adresser à vous, Benjamin, parce qu'effectivement, votre entreprise est basée à Paris, mais on sait depuis peu que vous travaillez du Vietnam. Du coup, comment votre entreprise a adapté les postes de travail, le vôtre par exemple, et ceux de vos collaborateurs, et comment est-ce qu'ils ont géré justement les aménagements de postes pour pouvoir effectivement bien télétravailler? Alors effectivement, moi je travaille donc pour le cabinet de Change Factory. Donc on aide principalement les grandes entreprises, voilà, à embarquer dans leur transformation RH. On aide aussi sur la marque employeur et d'autres sujets liés à la formation. Et donc moi j'ai fait le choix effectivement de partir un petit peu au bout du monde il y a 3 ans, il y a 3 ans et demi. Ça a été assez simple en fait pour moi, puisque en fait j'avais juste un ordinateur et mon chat à emmener. Donc ça faisait pas ça faisait pas beaucoup de choses. Avant, je travaillais pour le laboratoire Pierre Fabre à Castres, à côté de Toulouse, dans le sud de la France. Et au final, voilà, la transition a pas été si difficile que ça. Et le travail à distance, en fait, c'est vraiment une question de mentalité. Voilà, nos amis américains adorent utiliser le mindset, mais voilà, c'est vraiment l'approche aussi du ou des dirigeants dans l'entreprise. Alors, aussi une
beaucoup plus petite que celle de Dominique. Hein, donc, voilà, on est moins d'une dizaine de déjà, il y avait peut-être une inertie un petit peu moins importante que dans une grande structure. Donc, le fait de partir à l'étranger et de pouvoir travailler à l'étranger n'était pas forcément une difficulté. Après, la question d'organisation, eh ben, effectivement, maintenant, on a 5 heures de décalage, mais il y a des missions qu'on ne peut effectivement pas faire. Quand c'est une session de formation avec un client, on a un client BMW, on l'accompagne sur tout ce qui est employé advocacy. Évidemment, je ne peux pas y participer. En revanche, des sessions de mentoring avec la DRH France, avec la vingtaine de collaborateurs qu'on accompagne, ça c'est possible évidemment à distance. On travaille avec des sociétés de cosmétiques, notamment ici dans la région Est. Même chose, hein, des ateliers de co-construction de la marque employeur autour aussi des sujets, embarquant les sujets de qualité de vie au travail. Tout ça, on peut le faire à distance, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment je pense, c'est est-ce que l'entreprise est prête? Et l'entreprise est prête, est-ce que le ou la dirigeante ou sont en fait dans cette dynamique-là et permettent en fait qu'on prenne l'intérêt de ça en termes d'attractivité, de productivité aussi des collaborateurs. Et en deux, effectivement, la question de l'organisation à la fois du manager et du collaborateur fait que on peut très bien travailler à l'autre bout du monde. Et voilà, l'important est de définir aussi les indicateurs de performance. C'est on va dire qu'il y a la dimension technologique qui fait que ça ne va pas marcher parce que, je ne sais pas moi, il va y avoir une mauvaise connexion, etc. Donc ça, évidemment, ça ne rentre pas en compte. En revanche, la qualité des rendus sont les mêmes que si j'étais à Paris. La qualité du suivi client est la même que si j'étais à Paris. Donc, en gros, voilà, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs de performance qui sont à définir ensemble entre managers et collaborateurs. Mais si le dialogue se fait, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Bien sûr, la communication est importante. Merci Benjamin. Alors du coup, on va passer à la question suivante. Donc, suite à l'apparition de la crise du Covid, est-ce que vous avez réévalué ou transformé votre politique de QVT? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples? Pardon, excuse-moi. Du coup, je m'adresse à vous, Dominique. Alors, il y a toutes les actions qui ont été mises en œuvre pendant la crise même, hein, puisque voilà, on a quand même, comme tout le monde, quasiment du jour au lendemain, été confinés. On n'était pas forcément complètement prêt à travailler à 100% à distance. Hein, mais bon, là, j'enfonce une porte ouverte. On était tous, je crois, dans cette situation-là. Oui. Alors, est-ce qu'on a revu, je pense pas qu'on ait revu notre politique. Alors, on a apporté bien sûr l'attention à tous ces problèmes de santé et mis en œuvre tous les protocoles que l'État, que le gouvernement avait mis en place et toutes les recommandations. Est-ce qu'on a changé notre politique QVT? Non, pas forcément. Enfin, je veux dire, elle a continué effectivement à se dérouler. En tout cas, les points d'attention qu'on avait, on les a renforcés. C'est surtout ça, hein, que ça a mis en évidence. De là à dire qu'on a transformé, on a avancé plus vite sur un certain nombre de choses qu'est le télétravail. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'on a gagné plusieurs années. Oui. On a gagné plusieurs années en équipement des collaborateurs, puisque on commençait à avoir presque de plus en plus des équipements d'ordinateurs portables, de téléphones portables, mais ce n'était pas généralisé sur toutes les populations. Et là, c'est vrai que maintenant, toutes les personnes au moins en siège, ont des téléphones portables et des ordinateurs portables. Et sur les agences, hein, puisque c'est des choses qui sont en cours et qui commencent également à se déployer. D'accord. Donc, la question, en fait, c'est sur le télétravail, hein, si on y revient. C'est aujourd'hui, quasiment toutes nos entreprises du groupe Caisse, Banque et autres entreprises ont des accords télétravail. Mais ces accords télétravail sont aujourd'hui ouverts essentiellement aux collaborateurs qui sont dans les sièges
de nos différentes entreprises. Oui. Et on commence à expérimenter, à faire des expérimentations sur le télétravail auprès des conseillers qui sont en agence. Le principe d'un conseiller en agence, c'est d'être en relation encore beaucoup physique avec son client, mais néanmoins, certaines, alors ça c'était des choix, parce que vous savez qu'on est des entreprises mutualistes et donc elles sont autonomes, chacune caisse et banque peut choisir des modalités un peu différentes. Certaines ont choisi de mettre en télétravail une partie, pas à 100%, mais une partie de leurs conseillers en agence en télétravail pendant le confinement. D'autres ils sont restés sur site. Voilà. Et aujourd'hui, on commence à regarder comment on pourrait peut-être aussi offrir à ces populations des possibilités de télétravail, qui seront sûrement moins larges que pour des collaborateurs en siège. En fonction du métier. Mais les portes s'entrouvent. Là aussi, il faut, comme disait Benjamin, il y a toute une mentalité à faire évoluer. Effectivement. Si je peux rebondir sur ce qu'a dit Dominique, effectivement, c'est ce qu'on a vu, nous, en tant que consultants, c'est il y a eu un embarquement brutal, comme le précisait Dominique, des sociétés très grandes ou de taille moyenne ou petite qu'on accompagne, effectivement, qui se sont retrouvées du jour au lendemain à dire bon ben voilà, il faut changer notre façon complète de travailler. Alors pour certains postes, effectivement, ce n'est pas possible, mais effectivement pour les clients, nos clients qui sont en bureau, en office, comme vous l'avez indiqué, c'était quand même un peu plus simple. Et ce qu'on a vu, c'est que effectivement, il y a eu des initiatives qui sont faites. Dominique parle d'expérimentation, et c'est ce qu'on a vu aussi, plutôt vers la fin OK, bon, bah, tout le monde a eu son enveloppe pour pouvoir recréer son espace de travail à la maison, pour que j'ai un écran déporté, pour que j'ai des bonnes conditions, que j'ai aussi quelque chose qu'on oublie également, c'est un siège de qualité. Et parce que je suis dans un appartement, je sais pas moi, de 35 mètres carrés ou 45 mètres carrés avec mon conjoint et les enfants, bah oui, travailler 8 heures par jour sur un pouf avec les réunions Zoom, bah, ça va une semaine et encore. Et au bout d'un mois, finalement, qualité de vie au travail ou qualité de vie à la maison, c'est que je dois m'absenter parce que j'ai mes séances chez le kiné toutes les semaines. Donc, l'investissement aussi sur l'équipement a été important. Et on va dire, chez nous, on avait 3 personnes déjà qui étaient on va dire en full travailler à la maison. Donc moi, j'ai une personne qui était à Rouen et une autre personne qui était à Toulouse. Donc ça, c'était pas un souci. Mais effectivement, nos Parisiens qui n'avaient pas cette habitude-là, voilà, ont quand même mis un petit peu de temps à s'adapter. Parce que la configuration même de l'espace à la maison n'était pas le même que nous qui avions fait le choix, voilà, d'avoir un très grand bureau, d'avoir un très grand écran et d'être équipé. Donc, c'est pas forcément optimal pour tout le monde, oui, c'est sûr. Voilà. Et ce qu'on a vu aussi, voilà, chez les clients, c'est expérimenter. C'est-à-dire que pour les nouvelles recrues, certaines sont passées par des startups permettant avec des solutions permettant de faciliter l'onboarding, par exemple. On a vu des clients aussi expérimenter tout ce qui va être rechercher un bureau rapidement, avec des applications, etc. Voilà, donc effectivement, on a vu une phase très brutale, on a vu une adaptation, et on a vu après, on va dire, une phase de maturité, en tout cas dans cette forme de travail hybride, avec une part importante de testons maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer. Voilà. Et heureusement qu'on fait ça. Merci beaucoup. Du coup, pour la prochaine question, je voulais vous demander votre avis à vous, Nicolas. Donc, selon vous, quels sont les axes d'amélioration à entamer dans les années à venir pour que nos politiques QVT soient de mieux en mieux faites? Je pense qu'il y a un axe qui n'a peut-être pas été trop évoqué pour l'instant. C'est tout l'axe de la position du management en fait face à ces sujets. Pour moi, c'est l'acteur clé en fait, le manager. Est-ce qu'il est sensibilisé à ces thématiques de qualité de vie au travail? Est-ce que lui-même a une bonne qualité de vie au travail? Parce que pour être un bon manager, déjà, le premier sujet, c'est de ne pas être un manager stressant. Tout à fait. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un vrai thème d'amélioration encore. C'est de plus en plus pris en compte par les entreprises. Je le vois, moi, je travaille sur ce sujet-là depuis presque une dizaine d'années. Et
D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai surtout travaillé sur ce sujet-là au début au travers de la thématique de la prévention des risques psychosociaux, D'accord. qui est un peu la face noire de la QVT. Oui. Donc, voilà. Et on voit aujourd'hui que le management, et je pense que pareil, je rebondis sur ce que disait Dominique tout à l'heure, il y a aussi une accélération en fait suite à la crise sanitaire du rôle du management sur cette thématique de voilà, d'être sensible à la manière dont les salariés, les collaborateurs vivent leur travail au quotidien. Voilà, je pense que c'est le point essentiel sur lequel il va falloir travailler dans les années qui viennent. Il va falloir faire très attention avec le télétravail. Oui. Parce que là aussi, c'est très très bien ce qui s'est passé ces dernières années, enfin ces 2 dernières années là, de crise sanitaire, où en effet on a une accélération sur la prise en compte et la mise en place du télétravail dans les entreprises. C'était une grosse attente de la part des salariés avant la crise, avant la crise sanitaire. Mais il va falloir faire très attention à ça. On le voit d'ailleurs déjà, des entreprises qui étaient parties sur un chemin du quasi full distanciel, qui reviennent complètement dessus. Oui, parce que ça se passe pas bien, parce qu'il y a des difficultés. Oui, elles se rendent compte quand même que ça se gère pas aussi facilement qu'on pourrait le croire. Alors, on a un exemple un peu particulier avec Benjamin là aujourd'hui. Mais ce qui va convenir à Benjamin convient peut-être pas à 80% des collaborateurs d'une entreprise. C'est sûr. Donc voilà, donc il faut faire attention toujours avec la règle des 80-20. C'est aujourd'hui le télétravail, c'est génial pour grande partie des collaborateurs d'une entreprise, pas à plein temps. Il faut trouver le bon équilibre. Et puis comment dire, préparer le management aussi à manager de manière un peu différente. Oui. Repenser les rituels, voilà, c'est tous ces sujets-là. Le fait de repenser les rituels managériaux, c'est on n'est pas encore complètement super bon là-dessus, je pense. Il y a encore des choses à inventer, en fait. D'accord. Donc voilà, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a des jolis chantiers à mener autour de ces thématiques dans les années qui viennent. J'ai plutôt quand même l'impression que la QVT s'est améliorée ces derniers temps, mais ça reste un sujet qui est fragile, auquel il faut être attentif dans les années qui viennent. On va avoir le sujet, enfin il est déjà posé, de la quête de sens au travail. Oui. La crise nous a quand même vachement bousculé aussi là-dessus, la crise sanitaire, avec, je ne sais plus comment les Américains appellent ça, mais ils ont un terme qui est un peu le thème, nous, qu'on va qualifier de décrochage, en fait, avec des salariés qui disparaissent, en fait. Great Resignation. Voilà, merci Benjamin, c'est ça. Il y a des sujets comme ça qui vont se poser, qui étaient déjà sensibles il y a quelques mois et qui vont l'être encore de plus en plus, je pense, sur la quête de sens. D'accord. À quoi ça sert ce que je fais? Oui. Et donc ça nécessite d'être en capacité de raconter une histoire, de raconter un projet pour l'entreprise et puis de donner du sens à une activité. Il y a un rôle de l'entreprise dans le monde et dans la société dans laquelle on vit. Bien sûr. Alors justement, ce qui est bien, c'est que ça introduit ma dernière question, et vous en avez parlé au début de votre réponse. Dans votre entreprise, comment est-ce que vous reconnaissez les signes avant-coureurs de risques psychosociaux? Comment est-ce que vous les gérez? Et justement, en fonction de la quête de sens, en fonction des salariés en télétravail, forcément, potentiellement, ça peut déclencher plus de risques psychosociaux chez certaines personnes. Comment est-ce que vous appréhendez cela? Comment est-ce que vous essayez de les éviter? Comment est-ce que vous essayez de réparer tout ça? Pour qui? Oui, je parlais à Nicolas, après vous êtes libre d'interagir, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense que tout le monde aura quelque chose à dire là-dessus, oui. C'est possible. Alors, en effet, le travail à distance pose le sujet de la détection
des signes avant-coureurs et des fameux signaux faibles. Parce que pour moi, les signaux faibles, c'est quand même au travers de la proximité et de la présence terrain, en fait, que vous les détectez. Donc voilà, vous savez, pour moi, la détection de ces signaux, c'est plein de bon sens, hein. C'est de se dire, bah voilà, j'ai quelqu'un qui, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, bah, je vois, excusez-moi le terme, hein, il s'affaisse. Vous savez, il change de posture. Euh, il a plus tout à fait la même dynamique, il a plus tout à fait les mêmes sourires, euh, il est peut-être plus râleur ou plus absent lors des temps d'échange, lors des réunions. Et c'est vrai que quand on est en distanciel, c'est plus difficile à capter. Bien sûr. De toute façon, le distanciel, il pose un sujet, hein, c'est le sujet de l'isolement. Oui. Donc ça, c'est le côté négatif, on va dire, en termes de qualité de vie au travail. D'accord. Le côté positif, bah, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est le fait de gagner en autonomie, a priori. Hein, Oui. au fait, dans certaines organisations qui vous fliquent même derrière un écran. Donc voilà, donc c'est vraiment ces sujets-là. Alors je suis désolé, hein, je ne vous apporte pas une réponse hyper précise et hyper claire sur comment De je toute détecte. façon, c'est une question assez compliquée. Ouais. Il n'y a pas de réponse forcément, je pense, très très claire. En plus, je suis désolée, mais on est rattrapé par le temps. Et on a un klaxon il y a un klaxon qui arrive, donc je laisse Maëlys prendre la parole du coup. Alors, du coup, on va faire un peu participer tout le monde. Donc, on va faire un petit quiz par rapport à tout ce que vous nous avez apporté en termes de réponses. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et donc, maintenant, on va demander aux élèves de pouvoir participer à ce petit quiz qui va s'afficher. Alors, il me semble qu'il y a un petit problème technique. Le klaxon ne s'affiche pas. Alors oui, c'est le temps que les gens répondent sur le klaxon. Donc, je pense qu'en attendant, on peut commencer à faire donc quelques petites questions-réponses parce que j'ai vu qu'il y avait quelques élèves qui avaient en tout cas des questions à vous poser. Donc, on va peut-être commencer par là. Je pense que la question est pour vous, Benjamin. Le télétravail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est-il disruptif? Oh, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Alors, le télétravail disruptif dans la société où je travaille ou de façon générale? De façon générale, je pense. Et aujourd'hui, comme il se présente, est-ce que il est disruptif et est-ce qu'il peut s'inscrire, je pense, sur le long terme, sur quelque chose de nouveau? Alors là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. C'est le fait que le télétravail, c'était pas forcément quelque chose, en tout cas là je parle vision française, sol français, c'était pas forcément quelque chose de très apprécié. Et même s'il y a eu des évolutions depuis 2013, avec une accélération effectivement et un coup d'envol avec au début de mars 2020, c'est quand même quelque chose qui est en tout cas avec la vision française, quelque chose qui n'est pas forcément très bien perçu encore. Et on aurait pu s'attendre à ce qu'un certain nombre d'entreprises proposent encore. Vous avez coupé votre micro. Ah. Je sais pas ce qui se passe. Et on voit en fait que y a quand même beaucoup d'entreprises qui invitent fortement ou plus fortement leurs collaborateurs à revenir travailler à temps plein. Alors un grand exemple, ça va être
plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, dans les grandes sociétés technologiques, chez Google, Microsoft, Apple, où, par exemple, là, Google a dit, oui, alors vous pourrez travailler autant que vous voulez en distanciel. Et en fait, là, depuis le 11 avril, les collaborateurs devront revenir au siège pour travailler 3 jours sur 5 par semaine. Et donc, il y a l'ancien DRH de Google, Laszlo Bock, qui n'est plus chez Google, qui a dit en fait, c'est une pratique simplement. Il a comparé ça avec la grenouille qui est en train de bouillir dans son eau. Et en fait, il anticipe que d'ici 2, 3 ou voire 5 ans, grand maximum, tout le monde reviendra à 5 jours sur 5 en entreprise, du fait que, en fait, il y a plusieurs facteurs. C'est il y a des coûts investis par ces entreprises, alors par les sociétés à tech, mais je pense que grand nombre d'entreprises ont des nouveaux sièges sociaux flambant neufs, équipements, et donc c'est un investissement très coûteux. Et donc s'il n'y a personne, c'est un petit peu dommage en termes d'image et en termes de coûts. Le deuxième, c'est en termes je dirais de management. Ça, c'est ce qu'a dit aussi Nicolas, c'est que la plupart des managers ont connu, on va dire, uniquement le travail en présentiel et ne savent pas forcément manager avec ce format hybride. Et le troisième point vient que les collaborateurs, en fait, s'apercevront, c'est ce que Laszlo Bock dit, ils s'apercevront qu'ils sont désavantagés en voulant travailler principalement avec les gens par rapport à leurs collaborateurs qui sont eux revenus parce qu'ils auront moins de promotions, ils auront moins de liens de proximité, on en parlait tout à l'heure, et se verront en fait désavantagés et en fait par eux-mêmes, ils reviendront naturellement au bureau. Donc en fait, on a l'impression que c'était un petit peu une parenthèse enchantée de 2 ans, plus peut-être un sursis, on va dire, de 2 à 3 ans, et que d'ici, on va dire, 2025, tout le monde reviendra et ce sera exactement comme avant. Bien sûr, pour certains métiers, full remote, digital nomade, etc., mais ils ne seront pas majoritaires, ils ne seront pas représentatifs des métiers dans les entreprises. Merci beaucoup pour cette réponse, Benjamin. Alors, le petit sondage qui a été donc sur la disruption. Alors, qu'est-ce que la disruption? Est-ce que ça s'accompagne avec douceur et fermeté? Est-ce que ça s'anticipe, sinon le ciel nous tombe sur la tête? Ou est-ce que ça se prend en main a posteriori et parfois on répare les dégâts? Et bien évidemment, la plupart des personnes, donc 51,4% ont répondu, ça s'accompagne avec douceur et fermeté. Je pense qu'on peut tous le confirmer, même vous, les intervenants. Et il y a 10% quand même qui ont répondu, ça se prend en main a posteriori et parfois on répare les dégâts. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que vous avez un mot à dire, peut-être Dominique ou Nicolas, sur ce petit sondage? Je pense qu'idéalement, il faut anticiper. Je ne suis pas sûre qu'on arrive toujours dans les entreprises à anticiper. C'est toute la question, c'est votre sujet suivant, hein, c'est toute la question de la conduite du changement. Je ne suis pas bien sûre qu'on ait anticipé ce qui nous est. Je suis même sûre du contraire. On n'a pas anticipé ce qui est arrivé avec le Covid. Donc, on a mis en place un certain nombre de mesures. On a essayé d'accompagner au mieux. Oui, moi j'aimerais bien qu'on anticipe, je pense qu'il y a un peu tout cela, mais la réalité c'est que c'est quand même très très compliqué d'anticiper, que c'est très souvent qu'on essaye après coup d'accompagner, d'améliorer, de gommer, de lisser les difficultés qui sont apparues et qui vont apparaître forcément. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui les entreprises sont de plus en plus agiles et demandent d'ailleurs dans les soft skills d'avoir des personnes agiles au sein des sociétés. Très bien. Alors maintenant, du coup, on va passer donc au focus sur vous, Madame Rocheteau, puisque il me semble que vous avez des choses à nous raconter encore. Sans doute, oui. Donc sur la disruption et la QVT, est-ce que vous avez d'autres choses à nous raconter ou d'autres anecdotes? Alors, moi, je reviendrai peut-être un petit peu sur ce qui a été dit. Moi,
Je pense qu'effectivement, les choses sur lesquelles il faut continuer à travailler, c'est le management. Je rejoins Nicolas. C'est toute la question du lien social. Alors, avec peut-être un bémol, c'est-à-dire qu'on le dit qu'il faut maintenir le lien social et on dit que c'est important du coup de revenir sur site. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, 5 jours, à part quelques cas un peu exceptionnels, mais on est plutôt sur les 20% que sur les 80%. Ça me paraît compliqué, le 100% télétravail. Mais néanmoins, je crois, et là, vos entreprises ont des progrès à faire, à réfléchir aux questions, c'est que il ne suffit pas de dire on revient sur site et il y a du lien social et voilà, tout est réglé. Je pense que ça se travaille, le lien social. Il faut mettre en place des actions. C'est pas simple, hein. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'on revenait parfois sur site, hein, et on se retrouvait chacun dans un petit box devant Teams pour travailler avec ceux qui ne sont pas sur place et que finalement il n'y avait pas forcément une attention particulière ou suffisante à créer, à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait quand on est sur site. Comment on crée des activités qui effectivement vont être dédiées à l'échange, à l'innovation, à la réflexion, à la co-construction. Et c'est pas si simple que ça en matière d'organisation du travail, quelque part de spécialiser les activités qu'on fait à distance des activités qu'on ferait sur site. Et pour autant, si on fait la même chose sur site que quand on est en télétravail ou chez soi, les collaborateurs vont se poser la question de pourquoi ils font 1 heure, voire plus, 1 heure et demie de transport tous les jours pour se retrouver dans un petit box et être devant leur écran. Donc, il y a des vraies questions autour de ça et je n'ai pas la réponse, hein, bien évidemment. D'accord, très bien. Mais en tout cas, c'est là-dessus qu'il me semble-t-il, il faut travailler. Et peut-être je vais rajouter une chose, je pense que le télétravail a été un amplificateur de choses qui étaient peut-être des signaux faibles, mais qui étaient déjà très présentes. La question du management, la question des relations managériales, il y a de plus en plus d'attentes d'un management qui est plus participatif, plus collaboratif, qui est moins hiérarchique, moins descendant, qui donne du sens. Ça, c'est des vrais challenges parce que c'est facile à exprimer, mais c'est très difficile à mettre en œuvre des actions qui permettent de répondre à ces attentes-là. Merci beaucoup pour cette réponse très construite. Je vais maintenant poser une question pour vous, Nicolas. Puisque vous intervenez chez des clients grands comptes, j'imagine, ou des petites entreprises, est-ce qu'il y a de nouveaux enjeux en matière de prévention des RPS, donc des risques psychosociaux? Tout l'enjeu autour duquel on tourne là depuis quelques minutes, hein, c'est ce fameux management hybride. Donc d'arriver en effet à gérer des personnes qui sont à la fois en distanciel et en présentiel. Je rebondis sur ce que disait à l'instant Dominique. En effet, je pense que la crise sanitaire et l'accélération sur le télétravail a amplifié en fait aussi des phénomènes qui existaient déjà, et en particulier autour du lien social, hein, un lien social qui pour être, entre guillemets, observateur des entreprises et des modes de fonctionnement des entreprises depuis une vingtaine d'années, j'ai vu les choses se transformer profondément à la sortie des années 2000, début des années 2010, avec une vraie détérioration justement de ce lien social, de ces temps en commun qu'on pouvait avoir avant dans les entreprises, hein. Je ne dis pas qu'avant c'était mieux, mais voilà, il y avait ça en tout cas, de manière beaucoup plus sensible et de manière beaucoup plus organisée et structurée. Et donc, si on ne repense pas à ça aujourd'hui, ouais, ça ne sert à rien de revenir au bureau, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, sauf que si on ne revient pas au bureau, et là je refais la boucle avec les risques psychosociaux, on est seul chez soi. Et bon, on est... j'aime bien dire, hein, je le dis souvent d'ailleurs dans les cours que je donne à SUBDRH, on est des animaux sociaux, hein, avant tout. Donc, alors oui, il y a quelques personnes qui ont des pathologies et qui sont des sociopathes, enfin je ne veux pas les qualifier, mais bon, qui n'ont pas besoin de ça. Mais globalement, allez, là, encore une fois, hein, la grande majorité des gens que nous sommes tous ont besoin de contact et de lien social. Alors oui, on peut le trouver dans notre
cercle personnel, dans notre vie personnelle, mais c'est quand même le lieu de travail est quand même un élément essentiel. Hein. Regardez, de toute façon, toutes les enquêtes qu'on fait, enfin, cabinet, mon équipe ou d'autres enquêtes que vous pouvez lire, une des attentes principales des gens dans le cadre du travail, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se sentir bien dans leur travail? C'est une bonne relation avec leur management et une bonne ambiance de travail. Donc d'avoir des collègues sympas, quoi. Clair. Et bon, derrière, une fois qu'on a dit tout ça, si vous voulez, ça ne se décrète pas. Hein, donc il faut que tous les à côté tendent vers ça et que toutes les parties prenantes aient conscience de ça. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, Monsieur Mazet. Vous dites que avoir des collègues sympathiques, mais comment on accompagne justement les entreprises dans cette démarche-là? Parce qu'on ne peut pas toujours s'entendre avec tout le monde dans les projets en entreprise. Et donc, comment faire pour qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe? Je vais vous prendre le sujet peut-être un peu, pas à l'envers, mais de manière un peu différente, peut-être de manière un peu négative. Et je pense déjà il faut sensibiliser tout le monde au fait qu'on a tous une responsabilité en lien avec cette ambiance de travail. On doit avoir des comportements appropriés, hein, ou à l'inverse, ne plus avoir de comportements inappropriés. Pareil, hein, je cite souvent ce point en cours sur la QVT. Souvent, le mot de la bienveillance arrive très rapidement sur voilà, une des attentes principales qu'on a, il faut être bienveillant. En fait, surtout, je pense que ce qu'il faut, c'est ne pas être malveillant. Surtout. Oui. Après, la bienveillance, bon, ok, mais c'est le facteur clé de performance, c'est de ne pas avoir de personnes malveillantes, ou en tout cas des personnes qui n'ont pas de comportement malveillant. Et si à un moment ou un autre, elles ont un comportement inapproprié, qu'elles soient en capacité de s'excuser, quoi. Parce qu'on peut déraper à certains moments, on peut être maladroit. Mais voilà, c'est de se dire, ah putain, là, j'ai dit une connerie, quoi. Ou j'ai fait une connerie. Ou j'ai eu un comportement qu'il ne fallait pas avoir. Voilà, bon, après, il y a des degrés, il y a des dosages. On ne va pas rentrer là-dedans, on n'aura pas le temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est faire prendre conscience à tout le monde qu'on peut être, qu'on est tous des facteurs de risque psychosociaux, qu'on est tous des potentiels, et de prendre conscience de ça. D'accord, très bien, merci Monsieur Mazet. Alors là, je vais vous poser une question un peu générale. Du coup, quelles sont pour vous les démarches de QVT de demain qui vont faire qu'elles vont s'adapter en tout cas à notre nouveau monde, à un monde qui évolue, qui s'adapte et entre guillemets qui va vers la disruption en continu? C'est encore à moi là que vous posez la question? Alors là, c'est une question un peu générale. C'est une question à tout le monde pour Benjamin, pour Dominique et pour vous-même. Voilà. C'est là où vous nous posez un beau challenge. Hein. Moi, je pense que c'est un petit peu ce que je disais au début. Allez, c'est pas forcément facile à faire. Je pense qu'il faut s'occuper beaucoup de ce que j'appelle du travail, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup s'occuper des conditions de travail, des relations de travail, de l'organisation du travail, qu'il faut donner du sens, qu'il faut donner de l'intérêt. Voilà, je pense que la QVT, pour moi, c'est vraiment une conviction personnelle. C'est d'abord ça. Et que le reste, c'est bien. Ça aide, ça facilite plein de choses. C'est bien d'avoir une salle de sport dans son entreprise. Ceci étant, si vous passez les 8 heures de travail où c'est compliqué, où les relations sont mauvaises, où vous évoquez l'absence de bienveillance, oui, d'accord, vous avez salle de sport pour vous défouler, ok, c'est bien. Mais ce qu'il faut faire, c'est de la prévention. C'est-à-dire qu'il faut éviter au maximum que l'on se retrouve les uns et les autres quand on travaille dans ces situations-là. Donc ça, c'est du
perpétuel. Il faut toujours s'en occuper. On essaye, nous, par exemple, alors c'est très modeste en termes de volume, mais on essaye d'avoir des approches qu'on appelle des mesures d'impact humain. Alors, c'est plutôt dans les transformations, mais c'est d'interviewer les collaborateurs quand il y a des transformations et de leur demander qu'est-ce que cette transformation complexifie dans leur activité, qu'est-ce qu'elle simplifie, parce que la transformation n'est pas en soi forcément quelque chose de négatif, et au regard de ce qu'ils vont dire par rapport à vraiment ce qu'ils vivent dans l'activité, dans leur process, dans les relations avec les clients, dans les relations avec leurs managers, dans les relations avec leurs collègues, les autres fonctions de l'entreprise, qu'est-ce qui coince, quoi, qu'est-ce qui est vraiment irritant, et d'essayer derrière ça d'apporter soit de l'accompagnement, mais c'est pas toujours que l'accompagnement, c'est aussi faire évoluer parfois un process, c'est aussi faire évoluer un outil qui n'a pas complètement été adapté aux besoins de l'utilisateur final. Parce qu'on reste quand même dans un monde où il y a des gens qui conçoivent le travail. J'en fais partie, je suis en centrale, donc je fais partie de ceux qui conçoivent le travail. Et puis ceux qui, quelque part, l'exécutent, et ça n'a pas caractère péjoratif quand je dis ça, mais qui le mettent en musique, qui vont faire que le travail va se réaliser à la fin. Et je crois que c'est de plus en plus important d'avoir ce dialogue entre ce qu'on appelle ce travail réel et ce qu'on appelle le travail prescrit, qui est défini par nos procédures, nos règles, nos normes, etc. Et le travail réel, qui est le quotidien, qui fait que vous produisez quelque chose à la fin pour la performance globale de l'entreprise. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est pas mal d'énergie, mais ça me paraît essentiel. Je pense que ça, c'est vrai aussi, là, de cette distance entre fonction centrale, organe central, comme vous avez chez BPCE. Nous, on travaille avec un groupe concurrent du vôtre. Et effectivement, ce que l'on voit, c'est que ça peut être pensé, mais après, ce que nous, on intervient aussi, et ce qu'on voit, c'est que est-ce que le manager intermédiaire, qui est lui en lien avec les équipes, alors ça peut aller de 2 personnes à une équipe multiculturelle transverse, est-ce que les messages résonnent, est-ce que les propositions, on travaille beaucoup sur les modèles de leadership, et ça impacte évidemment la qualité de vie au travail. Donc dans les ateliers effectivement que l'on anime, ça permet aussi à ces managers intermédiaires et à leurs équipes de pouvoir faire remonter des choses que finalement ils n'osent pas forcément le dire, ou parce que c'est une enquête annuelle ou une enquête tous les 2 ans, voire tous les 5 ans parfois. Et donc ça permet de remonter ces sujets-là, et peut-être d'adapter un petit peu, de comprendre pourquoi est-ce que l'entreprise se transforme, comme vous avez dit, de comprendre pourquoi est-ce qu'on met en place ces nouveaux modèles, ça c'est le modèle de leadership, et comment est-ce qu'on peut réintégrer et mieux comprendre ce que le vrai quotidien des collaborateurs et managers pour améliorer. On le voit aussi, l'évolution de la QVT ou des enjeux de la QVT, on le voit aussi sur les travaux qu'on fait nous avec tout ce qui concerne la marque employeur. Donc on n'est pas demandé directement sur la QVT, on est demandé par la marque employeur. En fait, en creusant sur ce sujet des marques employeurs, on arrive à faire remonter des enjeux liés à la QVT. J'en parlais tout à l'heure sur l'onboarding. Il y a également, on en parlait, comment est-ce qu'on peut aimer ses collègues ou mieux rencontrer ses collègues. Il y a des initiatives en fait qui permettent de rencontrer de façon un peu aléatoire ou par équipe des collègues pour prendre un café, pour prendre un déjeuner, etc. Donc ça c'est des dispositifs aussi qui sont proposés dans tout secteur d'activité, que vous soyez chez Total Energy, chez SAP, dans une collectivité. Ça c'est voilà. Donc il y a plein de petites actions en fait qui permettent. Alors évidemment, il faut avoir une trajectoire, une roadmap, mais en fait, il y a tellement de leviers en fait pour améliorer ça, et des dispositifs qui vont marcher sur un groupe sur un persona, on va dire, de collaborateurs, ne marchera certainement pas sur un autre, et donc il faut en permanence trouver et oser en fait tester. Et on revient effectivement sur cette dimension managériale de est-ce que le manager ou les dirigeants sont à même de pouvoir intégrer cette dimension, parce qu'on doit améliorer et adapter notre façon de réfléchir, de concevoir, de piloter et d'animer cette qualité de vie au travail au quotidien. Merci beaucoup Benjamin pour cette réponse très complète également. Il est 13h50, donc je vous propose, il y a encore des questions qui sont très intéressantes. Malheureusement, je n'ai pas pu poser toutes les questions
que je voulais. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses apportées. Et je vais passer la main à Sarah qui va conclure ce meet-up sur la partie QVT. Merci Maëlys. Merci beaucoup Benjamin, Dominique et Nicolas pour vos interventions et votre transmission de savoir. C'était très intéressant. Donc pour conclure sur la QVT, on peut dire que nous avons tous notre rôle à jouer dans la QVT, peu importe notre statut en entreprise. Et elle repose du coup sur les conditions de travail, l'organisation du travail, les relations au travail et les transformations qui peuvent être vécues en entreprise. Pour améliorer sa QVT, il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se passe à l'intérieur par des enquêtes ou en regardant les accords d'autres entreprises. Nous avons vu que le Covid est venu disrupter nos méthodes de travail en plaçant la QVT au cœur des enjeux en entreprise et notamment le management qui a pris un rôle très important pour la QVT depuis la crise du Covid, puisque c'était lui qui était responsable de maintenir le lien avec ses équipes, même à distance. Et donc, pour une dernière phrase pour conclure, je dirais que la QVT s'améliore en continu et c'est un enjeu qui doit être placé vraiment au cœur des entreprises. Merci à tous pour votre participation et on se retrouve à 14h10 pour notre prochaine thématique qui est la conduite du changement. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'organisation. Et merci à vous pour votre intervention, vos interventions. Merci.